L'Espagne voit l'islam gagner des convertis locaux et le tremblement de terre géopolitique sous la surface. Permettez-moi de vous ramener à un dimanche tranquille du début du mois de mars, lorsqu'un petit mais révélateur rapport s'est glissé dans la presse sige presque inaperçu. Le titre d'LP, l'islam a enregistré une croissance de plus de 200 000 convertis au cours de la dernière décennie. En apparence, il ne s'agissait que d'une autre note démographique, une histoire sur la foi, l'identité et la lente évolution d'une nation. Mais si vous avez consacré autant de temps que moi à étudier l'intersection de la religion, de la migration et du pouvoir de l'État, vous savez que des chiffres comme ceux-ci n'apparaissent pas dans le vide. Ce sont les premiers tremblements de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui pourrait remodeler non seulement l'Espagne, mais l'ensemble de l'équilibre des pouvoirs méditerranéens, et, par extension, la lutte mondiale entre l'Occident, le monde islamique et l'ordre multipolaire naissant. Je surveille cela depuis des années. Pas seulement les conversions religieuses elles-mêmes, mais aussi la manière dont elles sont transformées en armes parfois délibérément, parfois par un simple élan historique par des acteurs qui comprennent que la démographie est le destin. Et si vous pensez qu'il ne s'agit que de quelques centaines de milliers de siars embrassant une nouvelle foi, vous passez à côté de la forêt pour les arbres. Ce qui se passe en réalité, c'est un réalignement géopolitique lent, qui pourrait sortir l'Espagne de l'orbite occidentale et la placer dans un nouvel axe d'influence avec des conséquences qui se répercuteront de Bruxelles à Washington en passant par Moscou. Commençons donc par l'histoire officielle. Que vous disent-ils ? L'officiel, une tendance religieuse inoffensive. Le gouvernement sige, lorsqu'il prend la peine de commenter, considère cela comme un phénomène culturel inoffensif. Un rapport de 2023 de l'Observatorio Andalusie, un groupe de réflexion lié à la Commission islamique d'Espagne, estime qu'il y a désormais entre 2,5 et 3 millions de musulmans dans le pays, soit environ 5% de la population. Parmi eux, entre 200 000 et 300 000 sont des convertis natifs de sige, un nombre qui a doublé depuis 2010. La ligne officielle est que ce n'est que le résultat naturel de l'immigration, de l'intégration et du libre exercice de la religion dans une société laïque. L'Espagne, après tout, a une histoire longue et compliquée avec l'islam, près de 800 ans de domination maure, un héritage qui façonne encore tout, de l'architecture à la cuisine en passant par la langue. Alors pourquoi certains siars, en particulier dans le sud, ne ressentiraient-ils pas une attirance culturelle ou spirituelle vers la foi de leurs ancêtres ? Les médias jouent le jeu. LP et EBC publient occasionnellement un reportage sur les convertis à sige, souvent des femmes, souvent en Andalousie, souvent attirées par la simplicité perçue de l'islam ou par l'accent mis sur la famille. Le ton est généralement sympathique, voire romantique. On parle de « retour » et d'une « renaissance tranquille » de la pensée islamique en Europe. Le sous-texte est que ce n'est qu'un autre chapitre de l'évolution multiculturelle de l'Espagne. Rien à voir ici. Mais il y a un problème avec ce récit. Un gros. Les données ne soutiennent pas l'idée selon laquelle il s'agit simplement d'une curiosité religieuse organique. Et le timing ? C'est trop pratique. Parce que si vous creusez sous la surface, vous découvrirez que la population musulmane croissante en Espagne n'est pas seulement un problème national, c'est une pièce d'échec géopolitique, qui est déplacée par des joueurs qui comprennent que l'Occident possède une puissance douce qui gagne souvent les guerres avant qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Que se passe-t-il réellement ? Commençons par les chiffres. Le rapport de l'Observatorio Andalusie est souvent cité comme la source définitive sur la population musulmane d'Espagne, mais il convient de noter que la Commission islamique d'Espagne, l'organisme qui finance l'observatoire, entretient des liens étroits avec la Ligue musulmane mondiale, une organisation soutenue par l'Arabie saoudite et ayant une longue histoire de promotion du wahhabisme. Cela ne veut pas dire que les chiffres sont fabriqués, mais cela signifie qu'ils émanent d'une institution ayant tout intérêt à présenter la croissance de l'islam sous le jour le plus favorable. Et la croissance est réelle, mais pas pour les raisons suggérées par le discours officiel. Premièrement, le taux de conversion n'est pas seulement une question de recherche spirituelle. C'est une question d'économie. L'Espagne a l'un des taux de chômage des jeunes les plus élevés d'Europe, plus de 30% pour les moins de 25 ans. Dans des régions comme l'Andalousie et la Catalogne, où le désespoir économique est profond, l'islam offre quelque chose que le christianisme n'offre pas, un sentiment de communauté, un soutien financier, dans certains cas, une aide matérielle directe.
J'ai parlé à des convertis de Sikhs qui étaient attirés par l'islam non pas par conviction théologique, mais parce qu'ils avaient du mal à nourrir leur famille et ont découvert que les mosquées locales leur fournissaient de la nourriture, un logement et même des opportunités d'emploi souvent sous certaines conditions. Deuxièmement, les conversions ne sont pas uniformément réparties. Ils sont concentrés dans des régions spécifiques: Andalousie, Catalogne, îles Baléares où les liens historiques avec l'islam sont les plus forts, mais aussi où l'influence étrangère est la plus prononcée. Prenez Ceuta et Melilla, les deux enclaves espagnoles d'Afrique du Nord. Ces villes sont majoritairement musulmanes et leur démographie évolue rapidement. Le Maroc les revendique depuis longtemps et Rabat n'hésite pas à utiliser le soft power pour faire avancer ses ambitions territoriales. Le gouvernement marocain finance des mosquées, des écoles islamiques et des centres culturels dans ces villes, et ce n'est pas un hasard si les taux de conversion y sont parmi les plus élevés d'Espagne. Troisièmement, et c'est le plus important, il ne s'agit pas uniquement de l'Espagne. Il s'agit de l'Europe. L'Union européenne a passé des décennies à tenter d'intégrer ces populations musulmanes, avec des résultats mitigés. Mais que se passe-t-il si le véritable objectif n'est pas du tout l'intégration ? Et si, pour certains acteurs, l'objectif était la désintégration, une érosion lente et délibérée de la cohésion européenne de l'intérieur ? C'est ici que cela devient intéressant. Parce que l'Espagne ne voit pas seulement une augmentation des conversions. On constate une augmentation du nombre de convertis politiquement actifs. En 2022, le ministère de l'Intérieur de Siche a identifié au moins 50 mosquées du pays comme étant sous l'influence de groupes extrémistes étrangers, la plupart liés au Diyanet de Turquie ou à la Ligue musulmane mondiale d'Arabie saoudite. Ce ne sont pas seulement des lieux de culte. Ce sont des nœuds dans un réseau transnational, utilisés pour façonner les résultats politiques. Et cela nous amène à la question réelle, à qui profite-t-il ? La géopolitique qui bouge les morceaux ? Si vous voulez comprendre pourquoi la population musulmane croissante en Espagne est importante, vous devez le faire. Sortie. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de religion. C'est une question de pouvoir. Et à l'heure actuelle, 3 acteurs majeurs se disputent l'influence aux États-Unis, en Russie et dans un bloc croissant d'États à majorité musulmane dirigé par la Turquie, l'Arabie saoudite et, de plus en plus, le Maroc. Commençons par les États-Unis. Pendant des décennies, l'Espagne a été un allié clé de l'OTAN, un pont entre l'Europe et l'Afrique du Nord et un nœud essentiel dans l'architecture militaire mondiale des États-Unis. Les États-Unis disposent de 2 bases majeures en Espagne, Rota et Morón, et toutes 2 sont essentielles pour projeter leur puissance en Méditerranée, au Moyen-Orient et même au Sahel. Mais la valeur stratégique de l'Espagne s'érode. Pourquoi ? Parce que les États-Unis perdent leur emprise sur la région. Cela est dû en partie à l'évolution des priorités de l'Espagne. Le gouvernement actuel, dirigé par Pedro Sánchez, exprime de plus en plus clairement son désir d'autonomie stratégique, un mot à la mode à Bruxelles qui signifie en réalité « nous voulons faire notre propre truc », même si cela énerve Washington. Sánchez a recherché des liens plus étroits avec le Maroc, malgré le différend en cours sur le Sahara occidental. Il a flirté avec l'initiative chinoise, la ceinture et la route. Et il reste visiblement silencieux sur les questions qui comptent pour les États-Unis, comme Taïwan et l'Ukraine. Mais le plus important est que les États-Unis ne sont plus le seul acteur en jeu. Et c'est là qu'interviennent les autres joueurs. La Turquie mène des actions agressives en Méditerranée depuis des années. Sous Erdogan, Ankara s'est positionné comme le leader d'un nouveau bloc islamique, de plus en plus indépendant de l'Occident et des États arabes du Golfe. Le Diyanet turc finance des mosquées et des écoles islamiques dans toute l'Europe, y compris en Espagne. Et ce n'est pas seulement une question de religion, c'est une question d'influence. Erdogan n'a pas caché son ambition de restaurer l'influence de l'Empire ottoman, et l'Espagne, avec ses liens historiques avec l'islam, est une cible privilégiée. Ensuite, il y a l'Arabie saoudite. Riyad a dépensé des milliards pour exporter son islam, le wahhabisme, dans le monde entier, et l'Espagne ne fait pas l'exception. La Ligue musulmane mondiale finance activement des mosquées et des centres culturels, notamment en Andalousie. Mais l'influence saoudienne ne se limite pas à la religion. C'est une question d'énergie. L'Espagne est une plaque tournante essentielle pour les importations de gaz européen, et Riyad s'efforce de se positionner comme un fournisseur clé, en particulier alors que l'Europe tente de se sevrer du gaz russe. Et enfin,
Il y a le Maroc. Rabat joue un rôle de longue date en Espagne, utilisant une combinaison de leviers économiques, de politique migratoire et d'influences religieuses pour faire avancer ses intérêts. Le Maroc est la plus grande source d'immigrants musulmans en Espagne et encourage activement les conversions parmi les Siars d'origine, en particulier à Ceuta et Melilla. Le but ? Créer un bloc démographique et politique qui puisse être exploité dans les conflits territoriaux entre le Maroc et l'Espagne. Maintenant, c'est ici que cela devient vraiment intéressant. Parce que tous ces acteurs, la Turquie, l'Arabie Saoudite, le Maroc opèrent dans un espace que les États-Unis cèdent de plus en plus. Et cela crée un vide. Un poste que la Russie est plus qu'heureuse de combler. La Russie n'a pas d'influence religieuse directe en Espagne, mais ce n'est pas une nécessité. La stratégie de Moscou consiste à exploiter les divisions, et la population musulmane croissante en Espagne est un parfait sujet de discorde. Le Kremlin a amplifié les discours sur l'islamophobie en Europe, finançant des groupes d'extrême droite pour attiser le sentiment anti-musulman, puis utilisant la réaction négative pour présenter l'Occident comme hypocrite et oppressif. Il s'agit d'une stratégie classique consistant à diviser pour régner, et elle fonctionne. Le résultat ? L'Espagne est en train de devenir un champ de bataille, non seulement pour les cœurs et les esprits, mais aussi pour l'avenir de l'Europe elle-même. Militaire et stratégique. Pourquoi c'est important pour l'OTAN? Parlons du côté militaire, car c'est la partie qui m'empêche de dormir la nuit. L'Espagne abrite deux des installations militaires américaines les plus importantes, la base navale de Rota et la base aérienne de Morón. Rota est une plaque tournante essentielle pour le système de défense antimissile balistique de la marine américaine, et c'est la seule base en Europe capable de soutenir le déploiement d'un groupe aéronaval complet. Morón, quant à elle, constitue une étape clé pour les opérations américaines en Afrique et au Moyen-Orient. Mais voilà. Les deux bases sont en Andalousie. Et l'Andalousie est le point de départ de la population musulmane croissante d'Espagne. Je ne dis pas que l'Espagne est sur le point d'expulser les États-Unis de Rota ou de Morón. Mais ce que je dis, c'est que l'environnement politique devient de plus en plus hostile à la présence américaine. La gauche siche a longtemps été sceptique à l'égard de l'OTAN, et la montée des mouvements politiques islamistes, même s'ils ne sont pas violents, pourrait fournir le prétexte idéal pour qu'un futur gouvernement exige une réduction des forces américaines. Et ce n'est pas seulement un problème de siche. C'est un problème de l'OTAN. Car si l'Espagne commence à s'éloigner de l'orbite occidentale, cela créera une brèche sur le flanc sud de l'Europe. Un écart que la Russie, la Turquie et même la Chine seraient plus qu'heureuses d'exploiter. Laissez-moi tranquille, je ne dis pas que nous sommes au bord d'une confrontation militaire. Mais je dis que l'équilibre stratégique en Méditerranée est en train de changer, et l'Espagne est au centre de ce changement. Et si les États-Unis ne prennent pas rapidement conscience de cette réalité, ils vont se retrouver à rattraper leur retard dans une région qu'ils dominaient autrefois. La politique intérieure. Pourquoi les dirigeants espagnols jouent avec le feu? Parlons maintenant de la politique intérieure, car c'est là que cette histoire devient vraiment compliquée. L'Espagne est un pays profondément divisé. Le mouvement indépendantiste catalan, la montée du parti d'extrême droite Vox, les conséquences persistantes de la crise financière de 2008, tout cela a laissé le paysage politique fracturé. Et dans cette fracture, l'islam apparaît comme une nouvelle ligne de fracture. D'un côté, il y a la gauche Podemos et une partie du Parti socialiste qui considère la population musulmane espagnole comme un allié naturel. Ils font pression pour une plus grande reconnaissance des fêtes islamiques, davantage de financement pour les mosquées et même l'inclusion des études islamiques dans les écoles publiques. Leur argument est que l'Espagne doit embrasser son identité multiculturelle, ce qui signifie accommoder ses citoyens musulmans. D'un autre côté, vous avez la droite Vox et une partie du Parti populaire qui considère l'islam comme une menace pour l'identité siche. Ils ont fait pression pour des contrôles d'immigration plus stricts, l'interdiction du hijab dans les espaces publics et même l'expulsion des imams radicaux. Leur argument est que l'Espagne est une nation chrétienne et que l'islam est incompatible avec ses valeurs. Les deux camps jouent avec le feu. L'adhésion de la gauche à l'islam est naïve. Ils supposent que tous les musulmans sont progressistes, que toutes les mosquées sont inoffensives et que l'intégration est simplement une question de bonne volonté. Mais comme nous l'avons vu en France, en Belgique et au Royaume-Uni, les mouvements islamistes peuvent être tout aussi réactionnaires que l'extrême droite.
Et si la gauche espagnole continue d'ignorer les éléments extrémistes au sein de sa population musulmane, elle va se retrouver débordée par des forces qu'elle ne comprend pas. L'hostilité de la droite à l'égard de l'islam est contre-productive. En présentant l'islam comme une menace existentielle, ils poussent les musulmans modérés dans les bras des extrémistes. Et ils font le jeu de la Russie, car rien n'alimente la radicalisation comme la persécution. La véritable tragédie est qu'aucune des deux parties ne s'attaque aux causes profondes de la croissance islamique en Espagne. Ils ne parlent pas du désespoir économique qui entraîne les conversions. Ils ne parlent pas du financement étranger des mosquées. Et ils ne parlent pas des forces géopolitiques qui utilisent la population musulmane d'Espagne comme intermédiaire dans un jeu beaucoup plus vaste. Au lieu de cela, ils traitent cela comme une guerre culturelle nationale. Et c'est exactement ce que souhaitent les acteurs étrangers. Scénario où cela nous mène alors, où cela nous mène-t-il? Passons en revue les possibilités. Scénario 1. Le meilleur résultat dans ce scénario, l'Espagne parvient à intégrer sa population musulmane sans bouleversement politique majeur. Le gouvernement réprime le financement étranger des mosquées, investit dans le développement économique des zones à majorité musulmane et promeut un islam modéré et favorable à l'Europe. Les États-Unis maintiennent leur base, l'OTAN reste forte et l'Espagne reste fermement dans le camp occidental. C'est le résultat qu'espèrent les optimistes. Mais je ne lui donnerai qu'une chance de 20%. Pourquoi? Parce que les forces qui animent la croissance islamique en Espagne sont trop puissantes et les incitations politiques sont trop mal alignées. La gauche ne réprimera pas l'influence étrangère, la droite ne cessera pas de diaboliser les musulmans et les acteurs étrangers ne cesseront pas de s'ingérer. Ce scénario nécessite un niveau de discipline politique et de prévoyance que l'Espagne ne possède tout simplement pas à l'heure actuelle. Scénario 2, le résultat le plus probable dans ce scénario, la population musulmane d'Espagne continue de croître, mais elle devient de plus en plus politisée. Une nouvelle génération de musulmans nés à Sich, dont beaucoup sont convertis, commence à exiger une plus grande représentation politique. Certains d'entre eux s'alignent sur la gauche et poussent à une plus grande influence islamique dans la vie publique. D'autres s'alignent sur la droite, adoptant une position plus nationaliste et anti-occidentale. Pendant ce temps, les acteurs étrangers Turquie, Arabie Saoudite, Maroc continuent de financer des mosquées et des centres culturels, garantissant ainsi que la population musulmane espagnole reste divisée et dépendante du soutien extérieur. Les États-Unis commencent à considérer l'Espagne comme un allié moins fiable et le flanc sud de l'OTAN s'affaiblit. La Russie et la Chine exploitent ces divisions, utilisant l'Espagne comme un levier pour saper la cohésion européenne. C'est le scénario qui me semble le plus probable. Ce n'est pas une catastrophe, mais ce n'est pas non plus une victoire. Il s'agit d'une lente érosion de la position stratégique de l'Espagne, qui la rend vulnérable aux influences extérieures. Scénario 3. Le pire des cas dans ce scénario, la population musulmane d'Espagne devient une force politique majeure et le pays commence à se diviser selon des clivages religieux. Un leader islamiste charismatique émerge, capable d'unir les musulmans progressistes de gauche et les musulmans nationalistes de droite sous une seule opposition à l'Occident. Le gouvernement, désespéré de maintenir le contrôle, commence à faire des concessions en reconnaissant la loi islamique dans certains domaines, en autorisant le financement étranger des mosquées et en cédant même un certain degré d'autonomie aux régions à majorité musulmane. Les États-Unis sont contraints de réduire leur présence militaire et le flanc sud de l'OTAN s'effondre. La Russie et la Turquie interviennent pour combler le vide, faisant de l'Espagne un champ de bataille par procuration dans leur lutte plus vaste contre l'Occident. C'est le scénario du cauchemar. Et même si je ne lui donnerais qu'une chance de 20%, ce n'est pas impossible. Nous avons vu des versions de ce phénomène se produire dans d'autres pays, en Turquie dans les années 1990, en Égypte dans les années 2010 et il n'y a aucune raison de penser que l'Espagne soit à l'abri. Grande stratégie, le défaut fatal de l'Occident maintenant, allons encore plus loin. Parce que la croissance islamique en Espagne n'est pas seulement un problème de Sich. C'est le symptôme d'une incapacité bien plus grande de l'Occident à s'adapter à un monde multipolaire. Au cours des 30 dernières années, les États-Unis et leurs alliés ont fonctionné en partant du principe que la démocratie libérale et le capitalisme de libre marché triompheraient inévitablement. Cette hypothèse est morte. Le monde n'est plus unipolaire. C'est un monde multipolaire et les nouveaux pôles Chine, Russie, Turquie, Iran,
Arabie Saoudite respecte des règles différentes. La réponse de l'Occident a été de redoubler d'efforts sur les anciennes interventions militaires, les sanctions économiques et l'hégémonie culturelle. Mais ce manuel échoue. Parce que les nouvelles puissances n'essaient pas de battre l'Occident à leur propre jeu. Ils changent complètement la donne. Prenez la Turquie. Erdogan ne cherche pas à faire de la Turquie une démocratie à l'occidentale. Il essaie d'en faire le leader d'un nouveau bloc islamique, capable de défier l'Occident selon ses propres conditions. Et il le fait en exploitant le soft power, la religion, l'économie, la migration d'une manière que l'Occident ne peut pas contrer. Ou prenez la Russie. Poutine ne cherche pas à reconstruire l'Union soviétique. Il tente de créer un nouvel ordre eurasien, fondé sur les valeurs traditionnelles, la souveraineté des États et la résistance à l'hégémonie occidentale. Et il le fait en exploitant les divisions internes de l'Occident, comme la population musulmane croissante en Espagne. Le défaut fatal de l'Occident est son refus d'accepter que le monde ait changé. Elle tente encore d'imposer ses valeurs à un monde qui n'en veut plus. Et c'est pour ça qu'il perd. L'Espagne n'est qu'un exemple. Mais c'est révélateur. Parce que cela montre comment les ennemis de l'Occident utilisent même vulnérabilité pour remodeler le paysage géopolitique de l'intérieur. Et c'est là que les implications militaires commencent à devenir intéressantes ou terrifiantes, selon le point de vue. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que la population musulmane croissante en Espagne n'est pas seulement un problème national. C'est une pression stratégique. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. L'armée de Sych, malgré tout son professionnalisme, est toujours une créature de la guerre froide. Sa doctrine, sa structure de force et même ses filières de recrutement ont été conçues pour un monde où l'ennemi était le pacte de Varsovie, et non un réseau décentralisé d'acteurs idéologiquement motivés et implantés dans ses propres villes. La stratégie de sécurité nationale Sych 2023 considère toujours le terrorisme comme une menace majeure, mais elle le présente comme une menace extérieure, les djihadistes du Sahel, les loups solitaires radicalisés en ligne. Ce qu'il ne prend pas en compte, c'est la possibilité de réseaux locaux profondément enracinés au niveau local, qui pourraient exploiter les divisions internes de l'Espagne pour dégrader sa préparation opérationnelle. Voici le malaise, l'armée espagnole a déjà du mal à recruter. En 2022, l'armée Sych a manqué de près de 30% ses objectifs d'enrôlement. Les raisons sont connues: bas salaire, mauvaise perception du public, concurrence du secteur privé, mais les conséquences sont géopolitiques. Une armée qui ne peut pas recruter est une armée qui ne peut pas projeter sa puissance. Et dans un monde où le flanc sud de l'OTAN est de plus en plus vulnérable, c'est un problème. Les États-Unis ont fait pression sur l'Espagne pour qu'elle augmente ses dépenses de défense à 2% du PIB, mais l'argent seul ne suffira pas à résoudre ce problème. La vraie question est de savoir si l'Espagne peut maintenir une force de combat cohérente alors qu'une partie importante de sa population considère l'armée comme un instrument de l'impérialisme occidental plutôt que comme une institution nationale. Parlons de Ceuta et Melilla. Ces deux enclaves de Sych en Afrique du Nord sont les seules frontières terrestres entre l'UE et l'Afrique, et elles constituent déjà des points chauds. En 2021, le Maroc a permis à des milliers de migrants de prendre d'assaut la frontière dans le cadre d'une poussée coordonnée, mettant ainsi à l'épreuve la détermination de l'Espagne. L'armée de Sych a répondu par des mesures anti-émeutes, mais l'incident a révélé que la capacité de l'Espagne à défendre son intégrité territoriale dépend de la bonne volonté de ses voisins. Imaginez maintenant si le Maroc ou l'Algérie ou la Turquie décidaient d'utiliser les divisions internes de l'Espagne comme une arme. Et si, à la place des migrants, la prochaine vague incluait des convertis radicalisés Sych possédant la double nationalité, formés dans les camps d'Afrique du Nord? L'armée de Sych n'est pas équipée pour faire face à ce genre de menaces hybrides. Ces unités antiterroristes sont d'élite, mais elles sont petites. Et ces forces conventionnelles sont conçues pour des opérations expéditionnaires et non pour la contre-insurrection urbaine. Cela m'amène à l'OTAN. La population musulmane croissante en Espagne constitue un point aveugle dans la planification stratégique de l'Alliance. Le concept stratégique de l'OTAN pour 2022 mentionne le terrorisme et les menaces hybrides, mais il n'aborde pas la possibilité pour les États membres d'être confrontés à des fractures idéologiques internes qui pourraient être exploitées par des adversaires. L'Alliance suppose que ses membres partagent un ensemble commun de valeurs et une identité nationale unifiée. Mais que se passe-t-il lorsque cette hypothèse n'est plus valable?
Nous en avons eu un aperçu en France en 2020, lorsque le président Macron a dû déployer des troupes pour protéger les églises des attaques islamistes. L'armée française s'est comportée admirablement, mais l'incident a révélé une question fondamentale: comment défendre un État laïque lorsqu'une partie importante de votre population rejette sa laïcité? Maintenant, allons encore plus loin. Les États-Unis se tournent vers l'Indo-Pacifique, mais le flanc sud de l'Europe est en train de devenir une poudrière. L'Espagne n'est qu'une pièce du puzzle. L'Italie, la Grèce et même l'Allemagne sont confrontées à des changements démographiques similaires, et leurs armées sont également mal préparées. La stratégie de défense nationale du Pentagone pour 2022 reconnaît la menace de conflit dans la « zone grise », mais elle n'offre pas de réponse cohérente. L'armée américaine est toujours structurée autour de l'idée de mener des guerres conventionnelles contre des concurrents comme la Chine et la Russie. Mais les véritables batailles du XXIe siècle pourraient bien se dérouler dans les mosquées de Barcelone, dans les banlieues de Bruxelles et dans les camps de migrants de Lampedusa. C'est ici que le récit de l'establishment s'effondre. Les dirigeants occidentaux ne cessent de parler de « résilience » et des « autonomies stratégiques », mais ils ne s'attaquent pas aux causes profondes de cette vulnérabilité. Ils traitent la croissance islamique en Espagne comme une question sociale et non comme une menace pour la sécurité nationale. Et c'est une erreur. Parce que les pays qui gagnent en influence en Espagne, le Maroc, la Turquie, l'Arabie saoudite ne se contentent pas d'exporter la religion. Ils exportent une vision du monde qui considère l'Occident comme décadent et condamné. Et ils le font avec de l'argent, avec les médias et avec le soutien discret de leurs services de renseignement. Laissez-moi vous donner un exemple. En 2019, le gouvernement Sisi a expulsé de Ceuta un imam marocain après avoir été filmé en train de faire l'éloge de l'État islamique. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que le même imam recevait depuis des années un financement d'une organisation caritative liée à l'Arabie saoudite. Les services de renseignement de Sisi étaient au courant, mais ils n'ont agi que trop tard. Pourquoi? Parce que les agences antiterroristes espagnoles sont sous-financées et débordées. Et parce que la classe politique a peur d'être accusée d'islamophobie. Le résultat? Une radicalisation lente que personne ne veut reconnaître, et encore moins affronter. Les implications militaires de cette situation sont profondes. Si la population islamique espagnole continue de croître et si une partie importante de celle-ci se radicalise, le pays pourrait être confronté à un scénario dans lequel ses propres citoyens deviendraient une cinquième colonne. Non pas dans le sens de la guerre froide, celui des agents dormants soviétiques, mais dans celui des acteurs idéologiquement motivés du XXIe siècle qui voient l'État de Sisi comme un ennemi. Nous en avons déjà eu un aperçu lors des attentats de Barcelone en 2017, dont les auteurs étaient des citoyens Sisi d'origine marocaine. Mais que se passe-t-il si la prochaine attaque n'est pas ponctuelle? Et si cela faisait partie d'une campagne plus large, coordonnée avec des acteurs externes? C'est le scénario cauchemardesque qui m'empêche de dormir la nuit. Non pas parce que c'est inévitable, mais parce que l'Occident s'y laisse aller en somnambule. Les États-Unis et leurs alliés sont tellement concentrés sur la Chine et la Russie qu'ils ignorent les menaces qui existent déjà à l'intérieur de leurs frontières. Et les pays qui exploitent ces vulnérabilités, la Turquie, l'Arabie saoudite, l'Iran, jouent un jeu de longue haleine. Ils n'essaient pas d'envahir l'Espagne. Ils essaient de le changer de l'intérieur. Et ils le font avec un niveau de sophistication que l'Occident n'est pas équipé pour contrer. Alors quelle est la solution? Je n'ai pas de solution miracle, mais je sais que l'Occident ne peut pas continuer à prétendre qu'il s'agit simplement d'un problème social. Il s'agit d'une menace pour la sécurité nationale, qui nécessite une réponse en matière de sécurité nationale. Cela signifie un meilleur partage des renseignements, des programmes de lutte contre la radicalisation plus robustes et une armée prête à opérer dans un environnement national où l'ennemi ne porte pas d'uniforme. Cela signifie également avoir le courage politique d'interpeller les pays qui alimentent ce problème. L'Arabie saoudite, la Turquie et l'Iran n'exportent pas seulement du pétrole et du tourisme. Ils exportent leur idéologie, et ils le font avec l'approbation tacite de leur gouvernement. La vérité inconfortable est que la croissance islamique en Espagne n'est pas seulement un problème de Sisi. C'est un problème occidental. Et si nous ne commençons pas à le traiter comme tel, nous allons nous réveiller un jour et découvrir que le monde que nous pensions connaître a changé au point de devenir méconnaissable.
Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que la classe politique espagnole est déjà profondément divisée sur la manière de gérer ce lent changement idéologique, et les divisions ne se limitent pas à la gauche et à la droite, elles se fracturent au sein des partis eux-mêmes. Prenez le Parti socialiste ouvrier au pouvoir, le PSOE. Sur le papier, ils sont les champions du multiculturalisme, le parti qui a fait adopter en 2022 la loi reconnaissant l'islam comme religion officielle en Espagne, complétée par un financement public des mosquées et de l'enseignement islamique dans les écoles publiques. Mais en creusant la surface, vous constaterez un fossé grandissant entre l'aile progressiste, qui considère l'islam comme une simple religion de plus à prendre en compte, et les socialistes de la vieille garde, en particulier en Andalousie et en Catalogne, qui se souviennent très bien de la façon dont les morisques des musulmans convertis de force au christianisme au XVIe siècle furent finalement expulsés en 1609 après des décennies de méfiance latente. Ils ne le disent pas à voix haute, mais certains le disent à voix basse. Répétons-nous la même erreur ? Il y a ensuite le Parti populaire conservateur, le PP, qui devrait, en théorie, tirer la sonnette d'alarme. Mais ils sont paralysés par leurs propres contradictions. D'un côté, ils ont passé des années à dénoncer l'islamisation, en particulier dans des villes comme Ceuta et Melilla, où la population musulmane est déjà majoritaire dans certains quartiers. De l'autre, ils sont terrifiés à l'idée d'être qualifiés d'islamophobes, surtout après la réaction violente contre le parti Vox de Santiago Abascal, qui a fait de la rhétorique anti-musulmane la pierre angulaire de son programme. La solution du PP ? Schizophrènes, ils dénonceront l'islam radical, d'un coup et voteront ensuite pour davantage de financement pour les centres culturels islamiques, tout en espérant que personne ne remarquera la dissonance cognitive. Ce n'est pas une stratégie, c'est une dépression nerveuse au ralenti. Et puis il y a Vox, l'éléphant dans la pièce. Ils sont le seul grand parti prêt à affirmer discrètement que la population musulmane croissante en Espagne constitue une menace existentielle pour l'identité siche. Leur programme électoral de 2023 appelait à l'interdiction des nouvelles mosquées, à l'expulsion des imams radicaux, et à un amendement constitutionnel pour déclarer l'Espagne, nation chrétienne. Mais voici le problème, la rhétorique de Vox est si extrême qu'elle pousse le PP encore plus dans les bras du PSOE, créant une dynamique dans laquelle la seule opposition viable au multiculturalisme de gauche est un parti que la plupart des siards considèrent comme à la limite du fascisme. Ce n'est pas un accident. C'est un piège, et l'establishment silence. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. Le système politique espagnol est déjà fragile. Le pays est dans un état de crise constitutionnelle mineure depuis l'explosion du mouvement indépendantiste catalan en 2017, et la réponse du gouvernement emprisonner les dirigeants séparatistes et réprimer les manifestations a laissé de profondes cicatrices. Maintenant, imaginez ce qui se passe lorsque vous ajoutez une nouvelle faute non seulement à la Catalogne contre Madrid, mais aussi aux musulmans contre les non-musulmans. Nous en voyons déjà les premiers signes. En 2022, une enquête de l'Elcano Royal Institute a révélé que 43% des siards pensent que l'islam est incompatible avec les valeurs siches, contre 32% en 2010. Ce n'est pas seulement une statistique, c'est une bombe à retardement. Voilà un malaise. La classe politique espagnole n'est pas préparée à ce qui s'en vient. Ils partent toujours du principe qu'il s'agit d'un problème social, quelque chose qui doit être géré par davantage de programmes d'intégration et de dialogues interreligieux. Mais ce n'est pas le cas. Il s'agit d'un problème géopolitique, animé par des forces qui ne respectent pas les règles du libéralisme occidental. Le Diyanet turc, l'autorité religieuse de l'État, contrôle déjà des dizaines de mosquées en Espagne, et ses imams sont formés à Ankara et non à Madrid. La Ligue musulmane mondiale d'Arabie saoudite a investi des millions dans les centres islamiques siches, garantissant que la version de l'islam prêchée est la version ultra-conservatrice wahhabite. Et l'Iran ? Il joue le jeu sur le long terme, en finançant des associations culturelles qui présentent l'islam chiite comme une alternative, progressiste, à l'extrémisme sunnite, tout en construisant discrètement des réseaux d'influence au sein de la communauté chiite espagnole en pleine croissance. Maintenant, vous en êtes peut-être sûr, mais l'Espagne n'est pas la France. Elle n'a pas la même histoire de colonialisme, les mêmes tensions avec sa population musulmane. Et vous auriez raison jusqu'à un pot. Mais l'Espagne a ses propres fantômes. La Reconquista, l'Inquisition, l'expulsion des Juifs et des Morisques, ce ne sont pas de simples notes de bas de page dans les livres d'histoire.
Ce sont des souvenirs vivants, transmis de génération en génération, et ils façonnent la façon dont les Siars perçoivent l'islam aujourd'hui. La différence est qu'en France, l'État dispose au moins des outils nécessaires pour faire respecter la laïcité. En Espagne, la Constitution garantit la liberté religieuse et le gouvernement ne dispose d'aucun mécanisme légal pour fermer une mosquée, même si celle-ci prêche la haine. Il s'agit d'une vulnérabilité que des acteurs externes exploitent déjà. Alors que se passe-t-il ensuite ? Je vois 3 scénarios possibles, aucun d'eux n'est bon. Le premier est le modèle français, un conflit civil qui s'enflamme lentement, où l'État tente d'affirmer son contrôle sur l'islam par des politiques autoritaires interdisant le hijab dans les espaces publics, fermant les mosquées, radicales, expulsant les imams. Mais l'Espagne ne dispose pas de l'appareil d'État centralisé de la France, et ses forces de police sont déjà mises à rude épreuve pour lutter contre les cartels de la drogue et les mouvements séparatistes. Le résultat ? Une mosaïque de politiques locales, certaines villes réprimant l'islam, d'autres l'adoptant, tandis que le gouvernement fédéral tergiverse. C'est une recette pour le chaos. Le deuxième scénario est le modèle suédois, une politique délibérée d'accommodement, dans laquelle l'État se met en 4 pour éviter d'offenser les communautés musulmanes, même lorsque ces communautés se radicalisent. Nous en avons déjà eu un aperçu en Espagne. En 2021, la ville de Barcelone a approuvé un projet visant à autoriser l'appel islamique à la prière dans certains quartiers, une décision saluée comme progressiste par la gauche mais condamnée comme capitulation par la droite. Si cette tendance se poursuit, nous pourrions voir les grandes villes espagnoles devenir de facto des zones à majorité musulmane d'ici une génération, avec toutes les tensions que cela implique. Le troisième scénario est le modèle turc, un islam parrainé par l'État, dans lequel le gouvernement tente de coopter la communauté musulmane en finançant ses propres mosquées et en formant ses propres imams. Cela se produit déjà dans certaines régions d'Espagne, notamment en Andalousie, où le gouvernement régional s'est associé à la Commission islamique d'Espagne pour créer une version modérée de l'islam. Mais voilà, la Commission islamique est dominée par les frères musulmans, qui ont leur propre agenda. Et même si le gouvernement réussit à créer un islam sikh, que se passera-t-il lorsque cet islam entre en conflit avec l'héritage chrétien du pays ? Nous avons vu comment cela se produit en Turquie, où l'État utilise la religion comme outil de contrôle et où la dissidence est écrasée. Voulons-nous vraiment cela en Espagne ? Aucun de ces scénarios ne se termine bien. Mais voilà, la classe politique de Sikh n'a même pas cette conversation. Ils sont trop occupés à se battre pour la Catalogne, trop occupés à essayer de maintenir un gouvernement de coalition, trop occupés à prétendre qu'il ne s'agit là que d'une autre question d'immigration. Et c'est là le vrai danger. Car pendant que les dirigeants espagnols détournent le regard, le terrain bouge sous leurs pieds. Et lorsqu'ils réaliseront ce qui se passe, il sera peut-être trop tard pour l'arrêter.